Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et bienvenue dans la deuxième vidéo autour du processus créatif à la suite d'une conférence que j'ai donnée pour la Fédération francophone de bridge. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, ce n'est pas grave, franchement vous pouvez voir celle-ci, mais je vous invite peut-être à aller voir la première qui balise un petit peu justement ce dont je vais expliquer. Dans cette vidéo-ci, je vais me consacrer un petit peu plus encore au monde du jeu de société, parler de game design et espérer peut-être vous aider si un jour ou l'autre vous voulez créer votre jeu de société. Partons tout de suite, dans la première diapositive, le processus créatif. Et dans cette vidéo, je voulais commencer par comment est-ce qu'on écrit une règle de jeu. Comment écrire une règle de jeu. C'est pas quelque chose d'obligatoirement facile. Ce que je vais dire là, c'est mon avis personnel, c'est ce que je vous conseille pour commencer, c'est pas parfait, mais ça peut vous permettre d'avoir une certaine structure si vous cherchez à écrire des règles de jeu, structure qui est amenée à évoluer, qui peut être modifiée dans tous les sens si vous voulez, et qui aurait plein de choses à dire, il y aurait plein de choses à rajouter. C'est selon moi une structure de base, c'est la structure sur laquelle personnellement je me base pour écrire les règles de mes jeux, justement sur, ok, je me base là-dessus, et puis après, en fonction du jeu, il y a des modifications à apporter, il y a des choses à amener. Mais cette structure de base, je pense, elle permet essentiellement de ne pas oublier quelque chose. En tout cas de base. De base, c'est hyper important. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des choses à vouloir ajouter sur cette structure, justement. La structure, parlons-en, justement, c'est celle-ci. Donc tout d'abord, l'introduction de votre jeu. Le nombre de joueurs, l'âge et la durée de la partie, s'il vous plaît, faites attention, écrivez ça dans l'introduction, peut-être qu'il y a une petite histoire à votre jeu, ça peut toujours être sympa. Ensuite, le matériel, c'est hyper intéressant, et d'ailleurs je vous invite à ouvrir les règles de jeu de plein de jeux de société qui sont sortis, la plupart du temps, vous avez le matériel. Parfois il est switché avec le but du jeu, parfois vous avez d'abord le but du jeu, puis ensuite le matériel, mais essentiellement ils sont très proches, ils sont très liés. D'abord on a le matos, comme ça on peut vérifier dans la boîte qu'on a bien tout, puis le but du jeu. Le but du jeu le plus simplement du monde, c'est pas obligatoirement tout qui doit être expliqué, mais le but du jeu, avoir le plus de points en fin de partie. Étonnant, on ne vous avait jamais dit ça, je sais, mais pourtant, c'est ce qui arrive parfois. Ensuite, une fois que vous avez le but du jeu, vous avez ce qu'on appelle souvent la mise en place. C'est hyper intéressant de dire comment est-ce qu'on met en place ce jeu. Donc maintenant on a notre matériel, on a notre but, d'accord. C'est hyper intéressant pour moi d'avoir le but du jeu, même dans les explications de règles, parce que justement, comme ça vous savez ce que vous devez atteindre. Maintenant, avec notre matos, qu'est-ce qu'on fait? Ok, distribuer 5 cartes à chaque joueur, mélanger tel paquet, placer le plateau au centre de la table, donner 5 petits pions à chaque joueur. Bref, expliquer étape par étape la mise en place, avec un début de partie, parce que parfois ça dépend du jeu, c'est très global ce que je dis là, mais les débuts de partie sont pas les mêmes que les tours de jeu. Ensuite, moi, ce que j'adore faire, mais c'est parce que c'est dans mon processus créatif, moi souvent, j'ai même pas de but du jeu, j'ai même pas de matos, ce que je sais juste, c'est que j'imagine un jeu. Moi, personnellement, quand je crée un jeu, je commence souvent par écrire un tour de jeu. Personnellement, c'est le premier truc que j'écris, c'est tiens, dans mon imaginaire, j'ai envie de faire un jeu, comment est-ce que se passerait un tour de jeu? Alors étape 1, quand c'est à son tour de jeu, le joueur a 2 actions. Parmi ces actions, il peut faire soit de ci, soit de ça. Ok. Et quand il fait telle action, il y a telle chose qui se passe. Quand il fait telle action, il y a telle chose qui se passe. Puis ensuite, c'est la fin du tour, ça passe au joueur suivant. Ou dans un autre jeu où le tour de jeu, c'est tous les joueurs jouent en simultané, ou choisissent une action face cachée qui vont révéler. En fait, vous voyez, ça dépend de plein de jeux, évidemment. Mais pour moi, c'est souvent comme ça que je crée et que j'écris mes règles. Enfin, pas écrire à proprement parler, mais que j'invente mon jeu. C'est comment fonctionne un tour de jeu. Tour de jeu, c'est le truc le plus important parce que c'est ce que les gens vont passer la plupart du temps à faire. Ils vont pas s'amuser à vérifier le matériel pendant 30 minutes. Par contre, je peux vous assurer que tour de jeu, ils vont le faire énormément. Donc c'est là, selon moi, le cœur même d'une écriture de règles et d'un jeu. Ensuite, souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un tour de jeu le plus classique, normal possible, qui va arriver la plupart du temps dans votre jeu, et puis avoir une partie exception, une partie un peu règle d'or, où si telle chose se passe, voici ce qui se passe, parce que souvent il y a des trucs un peu spécifiques qui peuvent arriver, ou ce que j'appelle aussi une partie avec des effets, si c'est un jeu avec des cartes par exemple, et vous avez des effets à des cartes. Vous n'avez pas dans un tour de jeu déjà expliqué tous les effets de cartes, vous dites un joueur joue une carte, et lorsqu'il joue une carte, son effet se réalise. Point. Vous n'avez pas besoin d'expliquer plus loin dans un tour de jeu ce que c'est.
Parce que plus tard, c'est bien plus intéressant d'avoir sur une petite feuille, même sur peut-être une aide de jeu, mais dans les règles c'est important de l'avoir, mais d'avoir les effets qui sont expliqués chacun séparément, en pouvant les décrire. L'un n'empêche pas l'autre, attention, hein, avec des exemples par exemple. Mais je trouve que moi j'aime bien séparer. Tour de jeu c'est global, et puis les exceptions ou les effets de cartes. Et enfin, la fin de partie. Et à la fin de partie se déclenche lorsqu'il n'y a plus de cartes dans le paquet central. À ce moment-là, tous les joueurs comptent leurs points, et alors là, on explique dans la fin de partie le but du jeu. Là, on va beaucoup plus dans la description de comment on va gagner, comment est-ce qu'on va compter les points, parce que dans le but du jeu, ne commencez pas à expliquer toutes les règles de comptage de points. C'est donner le but global du jeu, et en fin de partie, durant cette étape-là, revenir sur ce que vous avez dit au début, et justement, réexpliquer. Ensuite, après, il y a plein de trucs que j'ai pas mis, genre les crédits, expliquer, remercier telle ou telle personne, peut-être une aide de jeu qui parfois doit exister. Il y a plein de trucs que j'ai pas mis. Encore une fois, super important, c'est une structure globale où de manière générale, selon moi, si vous avez tout ça dans vos règles de jeu, vous êtes déjà pas mal. Il y a peut-être des trucs à oublier, il y a peut-être des trucs à rajouter, et c'est normal parce que en fait, ça va dépendre du jeu. Mais dans la plupart des jeux, allez voir, en fait, mon premier conseil, ce sera, ouvrez une règle de jeu que vous aimez bien, ou d'un jeu qui pourrait peut-être se rapprocher de ce que vous êtes en train de créer, ouvrez les règles, et lisez un petit peu dans quel ordre ils ont expliqué les choses, copiez. Enfin, franchement, il y a personne qui dispose des brevets ou des droits de l'introduction, il y a que moi qui peux la mettre en premier. Je dis ça en rigolant, mais vous voyez ce que je veux dire. Inspirez-vous des jeux que vous connaissez, et en fait, si vous allez voir, dans la plupart des jeux, vous allez retrouver ces différents points-là, et qui correspondent à comment écrire une règle de jeu. Maintenant, parlons peut-être un petit peu, justement, de ce cycle créatif, parce que je vous ai dit comment écrire des règles de jeu, mais comment ça fonctionne en fait ce cycle créatif? C'est très simple, très simple, et en même temps très compliqué. D'abord, vous avez une idée. On se rappelle dans la première vidéo, que je vais reparcourir rapidement, mais vous aviez une idée, soit plutôt mécanique, soit plutôt thématique, soit plutôt de matériel. Vous avez une idée. Cette idée, je vous invite le plus rapidement possible à en avoir un prototype. Qu'est-ce que je veux dire par prototype? Prototype, ça peut être un bout de feuille découpé n'importe comment avec un truc écrit. Mais je vous invite le plus rapidement possible à essayer de visuellement pouvoir vous imaginer concrètement à quoi ça ressemble. Moi, j'ai deux manières d'avoir des prototypes. La première, c'est celle-ci. Je découpe des feuilles, ça ressemble à rien, et justement, j'ai écrit des trucs dessus, et ça me fait mes cartes de jeu, mon plateau, etc. Souvent, en fait, j'ai une feuille A4, je dessine à quoi ça ressemblerait. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, qui m'arrive de temps en temps, c'est que je prends des jeux, par exemple, je vais prendre un Carcassonne, et parce que avec Carcassonne, les petites tuiles carrées, etc., c'est pas mal, et en fait, je vais imaginer que cette tuile carrée-là, c'est autre chose, en fait, ça n'a rien à voir avec Carcassonne, mais juste, le matériel, je l'ai là devant moi, je le dispose, et je me dis, ok, à mon tour de jeu, je poserai une tuile, et du coup, je construirai un château, et du coup, j'utilise du matériel d'autres jeux, j'avoue, pour pouvoir me permettre de essayer de me plonger le plus facilement possible dans une idée, dans mon prototype. Alors c'est pas mon prototype à moi-même, mais je mélange, je mixe plein de jeux, je vais prendre des pions à gauche, à droite, des cartes de jeu, et en fait je me crée mon mini prototype sur base de plein de jeux de société à gauche, à droite, ce qui me permet de plus peut-être facilement m'imaginer que sur ma feuille, ou que sur des bouts de papier. Mais souvent après j'arrive à des bouts de papier, c'est hyper important parce que quand je vois plus ou moins vers où je veux en aller, ça c'était pas français mais vous avez compris, ce qui est hyper important c'est de se dire ok maintenant à quoi ça ressemblerait mon jeu. Petite pause, c'est faux. C'était une petite pause pour respirer un coup. Et bien justement, une fois que j'ai mon prototype, je joue. Là, j'ai pas écrit, je joue. Et puis, il y a un changement potentiel. Parce que ça m'étonnerait que dès le départ, vous ayez un jeu parfait. Mais c'est possible, hein, tant mieux si c'est le cas. Et une fois que ce changement il est fait, on revient à l'idée principale, c'est hyper important pour moi. Et c'est revenir peut-être avec une nouvelle idée, parce que on teste, il y a une idée de changement, cette nouvelle idée, elle change, elle modifie le jeu, et hop, on doit refaire un prototype, et hop, on refait un changement, et hop, on revient à une idée. Hyper important, j'ai écrit le changement. Et ça, c'est super important pour moi. Petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous avez votre prototype, vous le testez, vous avez envie de changer plusieurs choses. Changez-en une à la fois. C'est pas pour ça qu'il faut pas... au fur et à mesure changer les trucs. Mais pourquoi? C'est que si vous changez 3 trucs, comment vous allez savoir lequel de ces trucs ne fonctionnait pas?
Vous voyez? Parce que, en fait, peut-être que du coup, votre jeu, il change complètement, et du coup, vous êtes plus sur votre jeu de base, et du coup, en fait, vous avez fait des changements, mais vous savez plus trop. Alors, je dis ça, et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de changer énormément de choses, en mode, en fait, ça fonctionne pas. Et donc là, il faut être capable, quand même, de se dire, bon, en fait, là, dans mon prototype, le jeu, ça fonctionne pas, mais l'idée de base, elle est bien, c'est mon proto, dans la concrétisation, ça, c'est pas bon, du coup, je vais faire plusieurs changements, parce que je suis sûr et certain que, de toute façon, en fait, ça ne fonctionne pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous êtes plus dans des choses où c'est pas des petits détails, c'est même parfois des gameplays. Parfois, vous avez plusieurs idées de gameplay. Moi, ça m'arrive plein de fois de me dire, en fait, je pourrais faire comme ça ou comme ça. Par exemple, on va prendre un jeu de cartes. À la fin du tour, le joueur repioche jusqu'à 5 cartes dans sa main. Ou, à la fin du tour, le joueur pioche une carte. Ou, au début du tour, le joueur pioche une carte. Vous voyez, c'est 3 choses différentes. Je peux pas tester les 3 différentes. Parce que si je mets les 3 ensemble, c'est plus du tout le même jeu. Il pioche une carte au début du tour, il repioche jusqu'à 5 cartes, puis il repiocherait une carte supplémentaire. Bon, c'est un exemple que j'invente aussi sur le... Je tourne cette vidéo sans l'avoir plus préparé que ça, hein, attention. Donc c'est un exemple que j'invente comme ça maintenant avec vous. Ce que je veux dire, c'est que je vous invite à vraiment essayer au maximum de ne pas faire trop de changements en un coup, pour que quand vous revenez dans votre prototype, que vous refaites tester, vous pouvez analyser beaucoup plus le changement que vous avez fait. Si vous faites des changements, ça va être plus compliqué pour vous de les analyser. Mais parfois, il arrivera que vous fassiez plusieurs changements en un. En tout cas, ça, c'est le cycle créatif selon moi le plus global possible. Attention, je commence pas à décrire les sous-catégories, parce que là, je vous disais, il y a le test, là, dans les changements, il y a une phase de recul et d'analyse, là, dans la phase d'idée, il y a une phase d'écriture, il y a une phase de construction, il y a une phase de recul aussi. Donc, vous voyez, c'est un cycle très global, mais qui me permet un petit peu de voir avec vous, justement, selon moi, comment est-ce que vous pouvez créer. Et du coup, dans cette idée de cycle, il va être fait de nombreuses fois. Ne vous attendez pas, même si je vous le souhaite, à ce qu'au bout de 2 prototypes, ce soit bon ou ce soit fini. Donc, petit conseil supplémentaire, ne faites pas des magnifiques cartes dès votre premier prototype, parce que vous allez avoir encore plus de mal à accepter de le changer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand vous avez fait un truc super beau, super quali, vous êtes appliqué dessus, à la main peut-être, etc., vous le faites tester, boum, ça fonctionne pas, le baissage de bras, pas trop envie de recommencer à refaire toutes les 150 cartes que j'ai faites. J'en parlais dans ma précédente vidéo sur voir le positif, je vous invite à aller la voir parce que justement je parle de ce côté, aller voir le positif, et par exemple ce petit truc et astuce, l'air de rien je pense qu'il peut vous aider énormément à rester concentré dans votre objectif de créer un jeu. Maintenant, la fameuse question, la grande question. C'est quoi un bon jeu? Je vais vous donner la recette magique, et ouais, je la possède, pas du tout. Évidemment que je ne possède pas la recette magique, si je l'avais, j'aurais déjà fait de nombreux jeux à succès. Ce n'est pas aussi simple que ça. Néanmoins, il y a selon moi plein de choses qui font qu'un jeu est bon, est intéressant, est pertinent, et du coup je vais les aborder avec vous, prenez-les avec des pincettes, et dites-vous que est-ce que ça oui ça vous parle, ou est-ce que ça oui ça ne vous parle pas, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est parti. Qu'est-ce qui ferait un bon jeu? Ça revient chez moi, c'est pas bon. Qu'est-ce qui ferait un bon jeu? Eh bien, un bon jeu doit avoir, selon moi, un but du jeu. Alors oui, on commence avec des trucs très logiques, et puis après on va dans des trucs un peu plus vagues, mais là, clairement, si vous n'avez pas de but du jeu, un peu compliqué. Il n'y a pas de but. Débrouillez-vous. Ça pourrait être rigolo. Un bon jeu doit avoir des règles. Encore une fois, vous allez me dire, mais c'est logique. Mais autant l'écrire. Autant l'écrire, c'est simple, c'est logique, je vais pas m'arrêter 1000 ans dessus. Un bon jeu doit avoir des règles. Un bon jeu devrait, selon moi, créer une interaction. Jeu de société. Selon moi, un jeu de société doit créer une interaction. Même si chacun joue dans son coin, l'air de rien, on a parfois une interaction avec le fait qu'on est sur un même plateau de jeu, où on essaye de se battre avec les mêmes armes, où justement c'est un jeu asymétrique, chacun joue dans son coin, mais l'air de rien, à la fin de la partie, on va analyser ce que chacun a pu faire, et donc pendant la partie, on regarde les autres. Selon moi, un jeu de société, c'est un endroit où aussi on se rassemble. Pas pour ça que ça peut pas être sérieux, pas du tout, mais pour moi, il doit y avoir une certaine interaction. Qu'est-ce qui, selon moi, devrait faire un excellent jeu? Ah mon dieu, ça c'est ultra important pour moi. Super important pour moi, j'essaye d'y prêter très attention. La capacité, la possibilité de se rattraper, le comeback. Dans de nombreux jeux de société, malheureusement, selon moi, il arrive un moment dans la partie où, vous savez qu'il y a une personne, elle a 50 points d'avance, et que vous aurez beau faire les meilleurs plays du monde, vous n'allez pas être capable de la rattraper. Et moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage, vous voyez, dans des jeux où
bah vous savez que vous avez perdu. Et ça, c'est dommage. Je vais prendre un exemple d'un jeu extrêmement connu, qui a ce petit truc qui permet ce comeback. Je vais prendre les Aventuriers du Rail, que normalement vous connaissez. Dans ce jeu, quand vous faites des parties de chemin, vous gagnez des points immédiatement sur la piste de score. Donc là, en fait, si quelqu'un prend plein de chemins, vous pourriez vous dire, il a énormément de points, la capacité de revenir dans le jeu, elle peut être compliquée. Mais en fin de partie, vous aviez des objectifs, des endroits à relier, et vous les révélez que en fin de partie. Donc déjà, ça donne un attrait et un intérêt à jouer jusqu'au bout de la partie. Bah oui, parce que vous avez ce truc-là. Vous savez pas, c'est secret. Et à la fin de la partie, vous révélez. Et si vous avez réussi ces objectifs-là, vous gagnez des points supplémentaires qui sont assez conséquents. Je ne suis plus sûr dans certains aventuriers du rail si vous perdez ou ne perdez pas les points, mais dites-vous qu'en fait, c'est un élément qui est hyper intéressant pour la capacité, je prends un exemple bateau, mais de revenir dans la partie de « Ah ouais, en fait, t'avais 20 points d'avance sur moi, mais t'as réussi aucun de tes objectifs parce que t'as misé sur bien placer et gagner beaucoup de points, mais moi j'ai misé sur le fait de bien relier, et donc boum, je gagne 30-40 points d'un coup, et ça me permet de revenir dans la partie. » Donc voilà ce que je voulais dire dans l'idée de essayer de trouver des petits trucs, des petites astuces qui permettent de donner un attrait de jouer jusqu'au bout à votre jeu. Un jeu doit avoir selon moi une inertie, une gestion du timing qui est positive. Quelle horreur quand il y a des jeux où vous devez attendre 30 minutes à vous tourner les pouces, à ne rien pouvoir faire avant que les autres aient fini leur tour quand c'est chacun son tour. Dans des jeux où c'est chacun son tour, il faut qu'il y ait une certaine inertie, c'est-à-dire qu'il y ait un certain dynamisme. Je prends un exemple, pas obligatoirement d'un jeu spécifique, mais si vous donnez, vous allez comprendre, si vous donnez 5 actions par tour de jeu à un joueur, ça va prendre du temps. Une action, et en plus, s'il y a 5 actions, ça veut dire qu'il doit au minimum y avoir 5 possibilités d'action. Vous voyez, pouf, ça devient vite, waouh, incroyablement long pour un joueur de finir ses 5 actions, de jouer ses 5 actions, et puis au joueur suivant, puis au joueur suivant, puis au joueur suivant. Je dis pas que c'est mauvais. Il faut juste arriver à créer un système où les actions sont très rapides, si vous faites ça, par exemple. Ou très facile, se déplacer, jouer une carte, gagner un point de victoire, je sais pas, des trucs qui sont très légers, très faciles, pour permettre justement que ça aille très facile, très rapidement. C'est l'idée de créer une inertie. Maintenant, on va prendre ce même exemple et vous donner une action à un joueur, mais avec 5 possibilités. Mais ça risque de créer une inertie plus rapide. Ok, à mon tour, je fais ça. Pouf, joueur suivant. Et puis pendant que les autres jouent, vous êtes en train de réfléchir peut-être. Si vous êtes en train de jouer chacun dans votre coin, peut-être en train de réfléchir, de dire ok, en fait, à mon tour de jeu, prochain tour, je vais faire ça. Prochain tour, je vais faire ça. Si c'est un jeu où il faut faire attention à ce que tout le monde fait, mais c'est intéressant parce que vous avez créé une inertie dans le fait que c'est rapide et vous êtes attentif à ce que tous les autres sont en train de jouer. Encore une fois, c'est pas la science infuse, mais selon moi, c'est important d'avoir une gestion du timing. Notamment, plus vous allez faire un jeu qui est long, plus c'est hyper intéressant. Et pour moi, la gestion du timing ajoute un attrait extrêmement important avec la capacité de se rattraper, le comeback. Parce que si vous faites un jeu où vous allez jouer pendant 3 heures, et qu'au bout d'1 heure, vous voyez que vous avez perdu et que vous sentez qu'il n'y a aucune capacité dans le jeu de revenir. Parce qu'il y a des joueurs, parfois, ils vont sentir qu'ils ont perdu, ça c'est une chose, mais ils vont vous dire « Oh, je peux pas me rattraper, nanani, nanana », et puis 3 tours plus tard, ils te font un play, ils font « Ah, en fait, je suis en train de revenir dans la partie. » Donc ça, je ne dis pas le sentiment des joueurs, je parle de la réalité, des faits statistiques, factuels, il faut une possibilité de revenir. Autre chose que je trouve intéressant, un bon jeu, pour moi, doit avoir un effet de surprise. Je reprends l'exemple des Aventuriers du Rail, c'est une surprise quand vous révélez vos cartes et vous dites vous y êtes arrivé ou pas. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait ce petit côté parfois secret, qu'il y ait ce petit côté on sait pas ce que l'autre va faire, qu'il y ait en fait, parfois ce hasard, surprise veut aussi parfois dire hasard, et le hasard amène bien des choses magnifiques parfois, et des moments de dingue. Hasard contrôlé s'il vous plaît, ça c'est mon petit avis personnel, j'aime bien ça ne me dérange pas qu'il y ait eu du hasard, mais ça m'insupporte si je peux pas du tout le contrôler, donc hasard contrôlé si c'est possible, c'est génialissime, mais voilà, je vous avoue que un petit peu principe de surprise, c'est toujours sympa, dites-vous, souvenez-vous des trucs un peu dingues, des lancers de dés ou des cartes qui sont retournées et qui amènent un truc fou, mais c'est des parties dont vous allez vous souvenir, et l'air de rien, c'est ce que vous cherchez, je pense. Ensuite, eh bien, on continue un petit peu, et ça, on arrive sur la fin, mais qu'est-ce qui fait un bon jeu ? Il y a beaucoup de choses qui font un bon jeu, vous l'avez compris. Eh bien, un jeu doit avoir une certaine stratégie, c'est pas juste je lance des dés, je vois si j'ai gagné, selon moi, pour que ce soit un bon jeu. Doit avoir du fun, du coup, d'une certaine manière. Vous voyez, ça devient de plus en plus global, qu'il doit y avoir une dose de fun qui va avec atmosphère. J'ai mis des mots, mais des mots qui vont peut-être plus vous parler que d'autres, c'est pour ça que je les ai mis. Mais en fait,
quand vous faites tester votre prototype, faites tester votre jeu, regardez un petit peu l'atmosphère que ça crée. Est-ce qu'il y a de l'interaction? Est-ce que les gens rigolent? Est-ce que les gens jouent ensemble? Si c'est un jeu sérieux, comment est-ce que les gens, ils ont l'air plutôt de se plonger dans leurs cartes et dans leurs réflexions? Alors là, c'est quelque chose de positif. Est-ce que justement, en fait, ça se ressent? Je pourrais pas le décrire avec des mots. Vous devez être présent, vous devez sentir cette atmosphère. Et enfin, un truc génial pour moi pour terminer, et que j'ai découvert avec certains jeux, et notamment It's a Wonderful World, qui est un excellent jeu pour moi, pour ce côté frustration. Et vous allez voir pourquoi. Alors si vous connaissez pas It's a Wonderful World, je vais quand même l'expliquer un petit peu, parce que c'est hyper important pour moi. Donc, It's a Wonderful World, c'est un jeu qui se joue en 4 tours. Et là, vous allez peut-être tout de suite comprendre l'idée de la frustration. Et à chaque tour, vous allez acheter des cartes, vous allez essayer de récolter des ressources, vous allez construire des cartes qui vont vous permettre de construire d'autres cartes dans le futur, parce qu'elles vont vous rapporter des ressources. C'est ce qu'on appelle un engine building, un moteur building, enfin, vous voyez, un jeu à moteur, pardon. C'est un jeu qui s'agrandit. Et le fait qu'on joue en 4 tours, c'est incroyable. Parce que je peux vous assurer qu'à chaque partie, non dit joue, j'ai envie de faire un 5e tour. Parce que je me dis, waouh, au 5e tour, purée, avec tout ce que j'ai construit, je pourrais faire des trucs de fou. Et c'est pas une frustration complètement dingue, mais c'est une petite frustration interne de se dire, oh, j'aimerais faire plus. Ça, c'est sur la première partie. Puis les parties suivantes, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je me suis dit, ah waouh, en fait, je sais que j'ai que 4 tours. Donc essayons d'optimiser pour qu'en 4 tours, j'ai la satisfaction d'avoir construit toutes mes cartes. Mais parfois, ça me fait perdre la partie, parce qu'en fait, j'ai pas pris les risques suffisants. Et en fait, au fur et à mesure, cette frustration, elle s'est transformée en envie de rejouer. Alors là, j'ai pris un exemple sur un faible nombre de tours de jeu qui te donnerait envie de faire un tour supplémentaire, et donc quand moi j'ai analysé, je me suis dit, ouais, mais s'il m'avait donné un tour de plus, je n'aurais pas obligatoirement eu envie de rejouer. C'est pas vrai complètement, d'accord? Mais il y aurait eu peut-être pas cette petite stimulation de dire, ah, et si j'avais fait autrement, est-ce que je serais arrivé à construire tout? Avec ce 5e tour, je serais sans doute arrivé à construire tout. Et donc, je n'aurais pas eu cette envie d'aller plus en profondeur dans le jeu. C'est un exemple, mais il y a plein d'exemples de frustration qui sont positifs. C'est créer de la frustration positive, et du coup, d'une certaine manière, peut-être le mot doit être changé, mais créer l'envie de rejouer. Ça peut être une frustration de pas être passé loin de la victoire. Et donc cette frustration, elle est positive dans un certain équilibre. Un jeu avec un certain équilibre va vous donner envie de rejouer parce que vous sentez que vous auriez pu gagner, mais en fonction de vos choix, que vous ne l'avez pas réussi. Bref, c'était bien long, toute cette partie-là, mais pour moi, je parcours, selon moi, dans un processus créatif, des choses auxquelles il faut faire attention pour peut-être créer un bon jeu. Maintenant, peut-être que ça peut être intéressant pour vous de parcourir quelques exercices. Là, je vais vous poser des questions, donc je vais pas passer trop longtemps dessus. Je dis ça à chaque fois et pourtant je passe du temps. Je vais pas passer trop longtemps dessus parce que je vais vous poser des questions, et puis je vous invite à y répondre par vous-même. Je trouve que c'est des questions que j'ai sélectionnées. Elles viennent pas de n'importe où, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, je sais pas si ça se dit, mais ça vient de l'art du game design, c'est l'art du game design. C'est un livre qui est traduit en français, et il y a énormément de choses hyper intéressantes pour moi dans ce livre, et du coup j'en ai sélectionné quelques-unes, parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous donner une idée de ce dont je vous parle là. C'est parti. Eh bien, première question que vous pourriez dire, c'est quelle est l'expérience que je souhaite procurer à mon jeu? Qu'est-ce que je veux que les gens ressentent? Est-ce que je veux qu'ils s'amusent? Est-ce que je veux qu'ils réfléchissent? Est-ce que je veux qu'ils mettent en place des stratégies? Et justement, une fois que vous avez la première réponse, qu'est-ce qui est essentiel à cette expérience? Ça paraît logique, mais je pense que, moi je vous assure que juste me poser la question, parfois ça me fait faire ce fameux pas en arrière, ce fameux recul, parce que parfois on est la tête dans le guidon dans notre création et on oublie de faire ce pas en arrière qui nous permet de replonger beaucoup plus loin dans notre jeu. Qu'est-ce qui fait que l'expérience que je veux procurer quel est l'élément essentiel à cette expérience? Exercice suivant. Eh bien, quelle est la partie amusante du jeu et pourquoi? Ben oui, c'est ça qui est hyper intéressant et important de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ils vont rigoler dans mon jeu ou pas, hein? Attention, c'était dans l'idée de créer un jeu un peu amusant. Et qu'est-ce qui devrait être plus amusant? Comment rendre les choses plus amusantes? Encore une fois, je m'arrête pas trop longtemps dessus, pour moi c'est juste intéressant pour vous de vous donner quelques questions. Exercice suivant, quel élément du jeu va rendre mon expérience agréable? Et justement, à l'inverse, qu'est-ce qui fait que ça nuit à mon expérience? Ça revient un peu à la première question, mais je voulais la tourner différemment pour justement pas aller dans trop 1000 questions différentes, mais c'est hyper important. Quels éléments, il peut y en avoir plusieurs, font que c'est bien, et qu'est-ce qui fait que ça va pas?
Et peut-être un dernier pour la route, qu'est-ce qui pourrait empêcher mon jeu d'être génial? C'est bizarre comme question, mais posez-la vous, prenez quelques instants pour vous dire, mais c'est vrai ça, qu'est-ce qui pourrait faire que mon jeu, il serait pas génial? Et justement, comment l'en empêcher? Avec tout ça, eh ben maintenant, petite proposition, on essaye ensemble. Alors je rappelle que là, c'était dans le cadre de la Fédération francophone de bridge, donc c'est très léger, c'est une introduction à une petite création de jeu, et du coup, première chose que j'ai faite, comme ça vous avez un petit peu une idée, qu'est-ce que j'ai fait moi? Eh ben, je suis reparti sur les règles de base du jeu, ça paraîtra logique, hein. Donc, eh ben, le bridge, j'ai globalisé ce que c'est. C'est un jeu de 52 cartes, pour 4 joueurs, où il faut faire un maximum de levées, donc un maximum de plis. Il y a 3 phases dans le jeu, c'est ce que j'ai décortiqué. J'ai décortiqué le jeu, ça c'est une première chose que j'ai faite. Il y a une phase d'enchère, il y a une phase de jeu, avec un joueur qui est mort, et donc qui ne joue pas, et qui monte ses cartes aux autres. Et une phase de marque. Faut savoir que j'avais pas plus joué que ça obligatoirement. J'avais lu les règles, j'avais joué, mais avant la conférence, j'avais pas joué. J'avais fait une partie rapidement, parce que en fait, moi, je voulais découvrir le jeu, voir si j'avais bien compris les règles. J'avais bien compris les règles parce que ça se base sur plein de jeux que je connaissais. Donc voilà, ça c'était l'idée de base. Ça c'est mon postulat de base. À partir de là, on peut faire 1 milliard de choses. Et justement, que faire? Ah ben, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas transformer le bridge en un jeu coopératif? Est-ce qu'on pourrait pas changer des cartes, changer la phase d'enchère, ajouter du matériel? En tout cas, je me suis fait une petite to-do list, un petit brainstorming de, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais modifier, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce qui ferait que ça fonctionne bien, comment renouveler aussi le jeu pour pas le copier, parce que là, dans l'idée, c'était de redynamiser, de changer un peu les choses en termes de bridge. Donc, mais bah, dans un jeu de société, c'est un peu la même chose. Tiens, voilà mon postulat de base, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais modifier? Et à partir de ça, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite proposition. Eh ben, je suis parti sur l'idée de changer les cartes. Je vais mettre uniquement des chiffres de 1 à 10 pour que ce soit beaucoup plus facile, parce que normalement c'est avec un jeu traditionnel, que ce soit beaucoup plus facile à jouer. Et ensuite, eh ben, je crée un petit système avec des cartes, où ben, l'atout, qui est on va dire, la couleur la plus puissante, parce que si vous connaissez pas les règles, j'essaie de faire globalement, va être révélé parmi 4 cartes à chaque tour, au hasard, donc on sait pas à l'avance quelle carte va nous rapporter des points. Donc je rajoute une phase de hasard, je rajoute une simplification de la compréhension des règles du jeu, et avec tout ça, ben voilà, ça me fait un jeu de base. Voilà, et c'était une introduction, attention, c'était juste vous montrer, ben voilà, vers où on peut partir. Un énorme merci de votre attention. Si vous avez des questions pour moi, eh bien notez-les dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à gauche à droite, je sais pas trop où publier ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à le faire. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle création. Bisous, bye bye.